Bonjour à vous tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse particulièrement au BIM. Puis, je dois vous avouer que je suis ébahie de l'avancement du BIM au Québec. Donc, je souhaitais utiliser cette tribune-là aussi pour vous féliciter parce que c'est grâce à vous qu'on est rendu où on est aujourd'hui pour la maturité en BIM au Québec. Ça prend de la résilience, ça prend de la passion pour réussir à transformer l'industrie comme vous le faites. Donc, je tenais à vous féliciter en démarrant. J'inviterai nos panélistes à venir s'asseoir sur les chaises ici. Donc, aujourd'hui, encore, on a des gens qui sont résilients et passionnés parce que, vous le savez, vous êtes là-dedans, vous aussi. Réussir à transformer, à changer les choses, ben, ça prend des gens qui ont cette passion-là. Aujourd'hui, on avait le goût de vous partager une innovation qu'on est en train d'implanter sur les chantiers chez Hydro-Québec. Ce sont les exosquelettes. Vous en avez probablement entendu parler. Ça va être intéressant de voir avec nos panélistes qui ont différentes expertises, de voir leur expérience et leur vision de l'application des exosquelettes dans l'industrie de la construction. Donc, on a aujourd'hui avec nous Annie Boisclair, qui est conseillère santé-sécurité. Malcolm Dawson-Todd, qui est chercheur à l'Université Concordia. Laurent Blanchette, qui est cofondateur et PDG de BioLift. Et Alexandre Simard, qui est responsable chantier de construction chez Hydro-Québec. On va commencer par une brève introduction de chacun de nos axes qu'on a avec nous aujourd'hui. Et puis, on va aller par la suite avec des questions auprès de nos panélistes. J'espère avoir un peu de temps pour des questions à la fin également. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Malcolm, comme Chantal a dit, et je viens de terminer ma maîtrise à l'Université Concordia. Merci. Sur les exosquelettes pour les travailleurs de la construction. Et ce faisant, j'ai eu la chance de collaborer avec BioLift et Hydro-Québec. Et pour commencer ce panel, j'aimerais vous montrer des recherches que nous avons effectuées avec 3 diapositives. Et comme je suis anglophone, j'ai quelques notes pour m'aider en français. Mes superviseurs et moi avons décidé d'axer notre recherche sur les ferrailleurs, car ce métier est très exigeant sur le corps. Il faut soulever, porter, placer et attacher des armatures lourdes. Nous avons collaboré avec BioLift et le Centre de formation des métiers de l'acier à Montréal pour créer un environnement d'essai réaliste afin d'évaluer les performances de l'exosquelette de BioLift pour des ferrailleurs en formation. Et nous avons mesuré les opinions des participants avec des sondages et les résultats ont été majoritairement positifs. Au cours de l'expérience, nous avons également mesuré l'impact de l'exosquelette avec l'activité musculaire du bas du dos, qui donne une approximation de la force dans le bas du dos. Et voici un exemple que nous avons enregistré en laboratoire. Lorsque le participant soulève, porte et dépose un poids, vous pouvez voir qu'un pic de son activité musculaire a été réduit lorsqu'il portait l'exosquelette. Et ce pic peut représenter un pic de la force dans son dos lorsqu'il soulève ou attache des barres d'armature. Dans l'étude précédente sur le diapositive, dans l'étude présentée sur la diapositive précédente, nous avons constaté une forte réduction de l'activité musculaire. Et juste finalement,
Nous avons également collaboré avec Hydro-Québec pour mener une étude pilote sur un chantier avec des travailleurs portant l'exosquelette BioLift. Les participants ont attaché des barres d'armature et vous pouvez voir ici les 4 types de données capturées au cours de l'étude pilote. La vidéo, les captures de mouvement, encore l'activité musculaire et fréquence cardiaque. Et les résultats sont prometteurs, mais seulement suggestifs. Donc, nous espérons continuer à approfondir cette recherche à l'avenir. Alors voilà, c'est juste une brève introduction que je voulais donner de notre recherche pour, je l'espère, vous accrocher un peu plus à la discussion du panel. Donc, merci d'avoir écouté. Donc, également, bonjour à tout le monde. Donc, Laurent Blanchet, moi je suis cofondateur PDG de BioLift. Donc, je voulais simplement présenter un petit peu la compagnie, présenter le produit aussi. Donc, Malcolm a bien présenté les résultats là, qu'on a fait avec Hydro-Québec. Mais BioLift, nous, on a été fondé en 2020. On développe le produit depuis plus de 4 ans. 3 années vraiment de projet pilote là, en 2020 et 2023. Puis maintenant, en 2024, on est vraiment avec une solution qui est mise en chantier dans plusieurs situations. Mais pour vous donner un peu plus de détails sur notre exosquelette, mais également les exosquelettes en général, il y a un peu 2 types d'exosquelettes qu'on voit. Là. C'est des exosquelettes qui vont être actifs, donc avec des moteurs, avec des batteries, tout ça. Ça, c'est encore en développement, puis dans l'industrie, il y en a assez peu qui sont implémentés. Nous, on est sur un côté d'un exosquelette passif, donc sans moteur, sans batterie. L'idée de ça, c'est vraiment d'utiliser la gravité ou le poids, par exemple, du corps avec des ressorts, puis de redistribuer la force qu'on a dans le corps, de la mettre dans l'armature de l'exosquelette. Donc, on réduit l'impact, par exemple, sur les muscles de la personne. Pour vous donner un exemple dans le cas du dos, c'est qu'avec un exosquelette lombaire, avec les flèches vertes que vous voyez, là, on vient créer des forces qui sont perpendiculaires, par exemple, au dos et aux cuisses. Mais ce que ça vient faire, c'est réduire la tension musculaire, donc la recherche que Malcolm a fait, qui a montré les pics d'activité musculaire étaient réduits. On vient réduire la tension musculaire au niveau de la colonne vertébrale, ce qui vient là, réduire la fatigue, réduire potentiellement des risques de blessures. Donc, c'est ça l'utilité de l'exosquelette, par exemple. Puis chez BioLift, nous, juste pour vous présenter un peu quelques cas d'usage, parce que je pense que c'est là où on va mieux comprendre l'exosquelette. Nous, c'est un exosquelette où on doit être penché vers l'avant. Donc, c'est très important. On n'aura pas besoin d'un exosquelette comme ça si on a le dos droit, on doit tenir une charge. C'est vraiment dans l'idée où on se penche. Donc, paysagement, nous, on fait du pelletage, on va faire de la pose de dalles de béton, de tout ce qui est vraiment là, typique d'une cour arrière, par exemple. On travaille aussi plus dans le béton. On a des gens qui sont en fabrication de béton, comme à la photo de gauche, ou des gens vraiment dans la démolition. Dans un cas, à droite, vous voyez quelqu'un qui a un outil lourd dans les mains. À gauche, il y a un outil, mais léger. Donc, on peut vraiment aider dans plusieurs types de tâches. Mais la constante, c'est que les gens ont le dos penché ici. Donc, même chose en génie civil. Donc, on fait beaucoup de bordures et trottoirs, par exemple. Puis, plusieurs autres applications, comme l'armature d'acier et les ferrailleurs là, que Malcolm a présenté. Donc, juste vous donner un avant-goût là, de l'exosquelette. Merci. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Donc, maintenant, on va pousser plus loin là, avec des questions auprès de nos différents spécialistes qui sont avec nous aujourd'hui. La première question, c'est pourquoi l'industrie de la construction s'intéresse aux exosquelettes? Oui, merci. C'est ça. Prise 2, là, c'est le bon moment. Oui, donc moi, je travaille pour Hydro-Québec, comme Chantal le disait tantôt, conseillère santé-sécurité, mais je suis aussi ergonome de formation. Donc, évidemment, tout ce qui est de la technologie de l'exosquelette intéresse aussi le milieu des ergonomes. Notre intention à nous, c'est toujours de transformer d'abord le milieu de travail, donc d'adapter le travail à l'homme plutôt que de faire en sorte que l'homme s'adapte à son travail. C'est vraiment ça que vise la science de l'ergonomie. Alors, l'exosquelette, on le voit comme, je ne vais pas parler pour tous mes confrères et consoeurs, mais merci.
On le voit comme un outil qui peut être prometteur. Par contre, ça ne devrait pas être la première solution qu'on envisage lorsqu'on a des troubles musculo-squelettiques. Bien, pour répondre à la première question, pourquoi on s'y intéresse tant? Bien, si on regarde juste statistiquement parlant, si on regarde les statistiques du dernier bilan de 4 ans de la CNES, donc notre assureur public pour tout ce qui est lésions professionnelles, maladies professionnelles, 2019-2022, on voit que, puis même là, au-delà, bon an, mal an, c'est toujours autour de 30 % de toutes les lésions qui sont indemnisées par la CNES qui sont des troubles musculo-squelettiques ou des TMS plus couramment qu'on utilise cet acronyme-là. Les 3 grandes régions, le dos, on vient de parler d'une application avec BioLift, ils ont bien ciblé, je pense, leurs produits, parce qu'une grande part des événements se produisent, effectivement, ils blessent le dos, et notamment pour les raisons... une des premières raisons que je vais nommer ici, là, 49 %, donc tout près de 50 % des événements musculo-squelettiques sont associés à des efforts excessifs. Donc, quand je soulève, quand je porte, quand je brandis des charges, par exemple. Puis évidemment, oui, la position penchée va parfois accompagner aussi le soulèvement d'une charge comme telle. Je n'ai pas parlé des épaules et des poignets, mais c'est aussi dans le domaine des troubles musculo-squelettiques, ces régions-là aussi qui sont extrêmement sollicitées lorsqu'il est question de, notamment, manutention de charges manuelles, évidemment. Ce qui va vous intéresser peut-être aussi, c'est que plus de 2 tiers des lésions proviennent de 5 secteurs principaux, puis le milieu de la construction arrive au 4e rang. Année après année, le premier rang, si ça vous intéresse, c'est toujours le service des soins dans le milieu hospitalier, préposés aux bénéficiaires, infirmières. Ce sont ces gens-là qui génèrent aussi énormément de troubles musculo-squelettiques chez nos travailleurs blessés. Si on retourne dans le milieu de la construction, par rapport aux statistiques, bien, le personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries occupe là, vraiment le 3e rang des professions qui sont les plus blessées d'un point de vue troubles musculo-squelettiques. Et enfin, un autre élément important à souligner, c'est quand on perd un travailleur ou une travailleuse, généralement pour un trouble musculo-squelettique, généralement l'absence, elle est prolongée. On peut parler d'un 4 mois, parfois 5 mois, dépendamment de la gravité comme telle. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on peut se questionner sur la pertinence justement de pas nécessairement la pertinence, mais vraiment le besoin qu'on a d'essayer de travailler davantage sur la prévention de ce type de lésions-là, et l'exo peut être un outil pour y arriver. Merci. Merci, Annie. Peut-être maintenant, Laurent, si tu peux prendre le micro puis me répondre dans quelles circonstances les exosquelettes peuvent aider pour réduire les troubles musculo-squelettiques? Ouais, je pense que c'est une question qui est assez large. On pourrait déjà parler de plusieurs types d'exosquelettes. Donc, nous, aujourd'hui, on a un exosquelette lombaire, donc qui aide le dos, mais on a également des exosquelettes qui existent, qui sont pour les épaules, et même plusieurs autres là, qui commencent à se développer, par exemple, pour les poignets, tout ça. Après, ce qui est plus constant pour tous ces exosquelettes-là, c'est vraiment l'idée qu'un exosquelette va aider quand les tâches sont en général répétitives ou sur le long terme. Donc, quand on sélectionne ou quand on voit là, qu'on a des troubles musculo-squelettiques sur un chantier ou dans une équipe ou des endroits où ça se répète, bien, en premier, c'est de comprendre pour un exosquelette, là, est-ce que la tâche se répète à chaque jour ou à chaque semaine au moins quelques heures. C'est là où l'exosquelette va vraiment faire une différence. Parce que nous, ce qu'on a vu, c'est plutôt dans les cas où c'est une charge excessive, mais que ça dure 5 minutes. Bien là, on a moins de résultats là, parce qu'on aide une fois, mais on n'aide pas au long terme. Donc, un exosquelette, là, pour nous, c'est vraiment... Et c'est la première chose qu'on demande aux clients là, quand on travaille avec eux. C'est vraiment de dire combien de temps dure la tâche et est-ce qu'on répète ça souvent dans un mois, dans une année, là. Donc, c'est important de bien sélectionner les activités qui vont venir vraiment venir aider par l'exosquelette. Mais là, une fois qu'on a sélectionné ces travaux-là, il faut réussir à l'implanter dans nos travaux, sur nos chantiers. Et puis, c'est là que j'aimerais peut-être entendre Alexandre, qui est responsable chantier, pour dire comment ça s'est fait dans son équipe, parce qu'Alexandre l'a fait à quelques reprises. Effectivement, j'ai environ entre 60 et 80 travailleurs, donc c'est important pour moi d'implanter un équipement, un EPI
malgré tout ce qu'on met en place pour les TMS. Je voulais ajouter quelque chose, une valeur ajoutée, comme j'aime dire à mes travailleurs, faire des bons petits vieux. Faire en sorte que la retraite soit plus agréable, qu'ils puissent jouer au golf longtemps. Donc, j'ai choisi l'équipe la plus réfractaire, la plus difficile, mon petit village gaulois. Je me suis dit, si je réussis à les convaincre, ça va être facile pour le reste. Donc, effectivement, j'ai appliqué la participation, l'intégration des parties prenantes. J'ai exercé un fort leadership et la communication. En fait, je leur ai posé des questions à savoir où est-ce qu'il y avait mal, comment ils pourraient régler. Je leur posais plein de questions. À la suite de ça, ben moi, sachant que j'avais un exosquelette, avec les gens de BioLift, on s'est présenté en chantier. Je leur ai démontré. J'ai exercé un leadership, je l'ai même essayé. J'ai travaillé avec eux. Donc ça, ils étaient contents de m'avoir travaillé. Puis par la suite, ben c'est ça, la communication. Donc le feedback est vraiment important. Leur ramener les points positifs, les points négatifs. De leur côté, eux nous faisaient la même chose, ce qui a permis d'établir avec BioLift une modification d'équipement 2e, 3e génération avec les commentaires des travailleurs. Donc c'est avec ces 3 attitudes-là, l'intégration, communication et leadership. Puis au final, tes employés ont apprécié? Ou? Oui, les Gaulois ont succombé. Donc, maintenant, toutes les équipes en veulent. Mais effectivement, comme Annie expliquait, ça ne règle pas le problème. C'est un EPI, si on veut. Donc, prime abord, il y a des bonnes positions à adopter, des poids élevés, des charges maximales. Mais par la suite, l'exosquelette vient combler les lacunes. Merci, Alexandre. Annie, au niveau de l'ergonomie? Il est fermé. Ben, oui. Donc, peut-être pour ajouter, dans certains projets sur lesquels moi j'ai travaillé, d'essais d'exosquelettes, l'accompagnement, c'est la clé. Aussi, Alexandre vient d'en parler, là, jusqu'à quel point il a exercé un leadership. Dans mon cas, j'ai aussi beaucoup travaillé avec l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail et l'UQAM pour développer des outils aussi pour appliquer une démarche. Parce que les premiers essais, puis peut-être que Franck pourra renchérir, mais nous, on avait des cas de figure Indro, on savait que les gens avaient acheté des exosquelettes, avaient essayé à peu près comme ils pensaient, puis au bout d'une semaine, au placard. Quand on dépense 5-10 000 $ pour un outil comme celui-là, c'est un peu malheureux. Donc, l'idée de faire une bonne analyse préalable de la tâche, comme Laurent l'a évoqué, c'est pas dans tous les tâches que l'exosquelette peut être employé, puis ça dépend aussi des compatibilités avec d'autres particularités de la tâche. Nous, par exemple, on a, dans certains... Je dis nous, mais on travaille tous avec d'autres. Nous deux. Dans les projets un peu plus en exploitation, par exemple, bien, on avait des soudeurs qui voulaient les utiliser dans des roues d'eau, dans des endroits qui sont très, très, très exigus. Finalement, bien, avec la place que prend l'exosquelette, à peu près impossible d'intégrer ça dans ce genre de milieu-là. On avait aussi le port d'une protection respiratoire. Donc, l'idée aussi de bien choisir le modèle d'exosquelette qui va être compatible avec la protection respiratoire, qui va être compatible avec, par exemple, si j'utilise un banc pour m'asseoir, est-ce que l'armature va passer au bon endroit pour me permettre de continuer d'utiliser ce banc-là. Donc, cette analyse-là, l'analyse d'événements accidentels, questionnaire d'acceptabilité aussi, est-ce que nos travailleurs déjà d'entrée de jeu, ils sont intéressés à utiliser la technologie ou pas du tout? Et alors, si ce n'est pas le cas, puis qu'on pense que c'est vraiment un outil utile, bien, il va peut-être falloir faire quelques actions supplémentaires avant de rentrer dans une démarche. Puis l'autre point crucial dans les projets sur lesquels j'ai travaillé qui est important, c'est de faire d'abord des tests en pré-tâche avant de réaliser en tâche réelle, puis s'assurer qu'on a couvert aussi une bonne analyse de tous les risques que pourrait introduire un exosquelette, que ce soit de heurter un équipement ou quoi que ce soit, ou jouer sur l'équilibre des gens, parce qu'il y a quand même des données de la littérature qui montrent que le port d'un exosquelette, par exemple, au haut du dos, va venir augmenter la sollicitation musculaire des muscles au niveau des chevilles. Donc, on voit qu'il y a des compensations posturales qui se produisent. Donc, ça vient modifier la gestuelle des gens et ça ne pas négliger non plus. Merci, Annie. Malcolm, de ton côté, il y avait aussi un aspect norme. Hein? Tu as ton propre micro. Ça va? On parle au niveau de l'implémentation des exosquelettes. Oui. En fait,
En plus de se référer à des experts pour les bonnes pratiques d'implémentation, et ces experts comprennent certainement Laurent et Alexandre et Annie, il existe également des lignes de directrices disponibles auprès des normes internationales, spécifiquement pour les exosquelettes. Donc, juste par exemple, il y a une norme internationale de l'ASTM pour personnes qui reprennent le travail après une blessure. Donc ça, c'est un cas délicat parce que les exosquelettes ne sont pas nécessairement conçus pour fonctionner avec la blessure spécifique d'un individu, et il faut généralement une équipe pluridisciplinaire pour bien faire les choses. Donc les experts de la ASTM ont pris le processus qu'ils utilisent dans le monde réel et l'ont transformé en une pratique normalisée. Donc aussi, pour des normes en français, l'AFNOR, l'Association française de normalisation, a également créé récemment une nouvelle norme qui fournit des lignes aussi directrices pour l'intégration des exosquelettes sur les lieux de travail. Donc, ces organismes de normalisation commencent à reprendre à cette question aussi d'implémentation, mais en tout cas, il est sage de consulter des professionnels. Ouais. Merci, Malcolm. Donc, l'enjeu qui est important, si quelqu'un ici aimerait introduire les exosquelettes dans son entreprise, la clé, c'est beaucoup de vraiment cibler les bonnes pratiques d'implantation et puis de s'assurer qu'on travaille sur les bonnes activités. Donc, comment on fait pour déterminer où l'exosquelette peut vraiment nous aider? Je ne sais pas qui, peut-être Laurent ou... Oui. Ah. Donc, c'est sûr que nous, chez BioLift, là, ce qu'on fait, c'est, de prime abord, quand on reçoit une demande d'essai ou de démonstration d'exosquelette, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le téléphone, on appelle le client, puis on dit « OK, donc, qu'est-ce que vous faites? » Puis même, la première chose qu'on demande, c'est en général une photo, des vidéos. Donc, c'est sûr que les gens qui connaissent l'exosquelette, qui connaissent le produit, vont pouvoir rapidement déjà dire « Je pense que ça peut t'aider, je pense que ça peut pas t'aider. » Nous, on est rendu assez bon là, avec notre exosquelette, on sait exactement quel type de tâche. Dans un cas où, par exemple, on ne connaît pas le milieu, là, donc on voit la tâche, on se dit « peut-être », mais ce qu'on va faire là, à ce moment-là, c'est en général, on va aller sur le chantier ou sur le milieu de travail, on va parler avec les travailleurs, voir est-ce qu'ils ont des besoins, est-ce qu'ils ont des défis au niveau de leur douleur au dos, dans notre cas. Puis si oui, bon là, on va continuer. Puis c'est vraiment une démarche avec le travailleur principalement parce que c'est la personne qui va le porter. C'est quand même, on pourrait dire, un outil invasif dans le sens qu'on le porte, c'est vraiment sur nous. Donc on commence par ça. Une fois qu'on a l'approbation, l'envie, les gens se disent « OK, oui, ça va peut-être m'aider », bien là, on va le mettre sur eux, vont pouvoir faire des premiers mouvements, sentir comment ça fonctionne. Puis ensuite, bien, nous, on fait une démonstration, par exemple, d'une 30aine de minutes, 1 heure. Puis après, bien, quand, dans certains cas, on se dit « OK, c'est sûr que ça fonctionne », bien là, certaines compagnies vont décider de passer, par exemple, à une acquisition. Mais souvent aussi, on va proposer un essai d'1 semaine ou un essai un peu prolongé pour que là, ils puissent l'essayer tranquillement puis mettre ça en place. Mais dans tous les cas, même s'ils passent à l'achat directement, on recommande toujours de s'habituer, pas nécessairement de le porter 8 heures par jour dès le début. Là. C'est vraiment on met ça progressivement sur le milieu de travail. Je pense que j'ai répondu en partie à cette question-là un peu plus tôt. J'essaie de voir si je pourrais ajouter quelque chose. Mais en fait, pour revenir sur le dernier élément que tu viens de nommer, effectivement, l'utilisation progressive aussi est la clé. Il y a vraiment une familiarisation à se faire chez le travailleur. On commence, puis aussi, dépendamment des modèles d'exosquelettes, moi j'en ai vu quelques-uns dans les essais que j'ai faits, bien, il y a des modèles qui sont plus faciles, plus user-friendly, plus faciles à ajuster. Il y en a d'autres qu'il faut choisir un certain nombre d'élastiques selon notre gabarit, peut-être la résistance que l'on souhaite, la compatibilité entre l'anthropométrie de la personne, ses dimensions, puis l'exo aussi, c'est un élément qu'on oublie parfois. Il y a des modèles qui sont moins bien adaptés pour les femmes, où il y a des courroies qui passent à des endroits qu'on trouve moins confortables. Donc,
le confort est aussi, ce que je peux remarquer, un des éléments qui va faire que les travailleurs vont adhérer ou pas. Et dans le confort, j'inclus l'aspect chaleur. Donc, nous, par exemple, si je reviens à mon exemple des soudeurs, dans les roues d'eau, il faut porter l'exosquelette sous l'espèce de gros manteau de cuir, le pantalon de cuir aussi. Donc, si j'augmente de façon trop grande la chaleur, rapidement, j'ai une désadhésion. Donc, nous, on est dans les premiers, quand je dis nous, je m'excuse, mais j'ai davantage du numéro exploitation que chantier, même si je commence à semer des petites graines en chantier, mais en exploitation, c'est une des choses où on voit que, bon, il y a une petite adhésion qui commence dans les projets, mais c'est pas encore partagé sur l'ensemble de la population. Ça prend pas grand-chose pour que le travailleur se dise, moi, je suis pas sûre que finalement, il y a vraiment un élément aussi de culture, dépendamment des publics chez qui on se tourne. Je remarque une plus grande ouverture chez peut-être des plus jeunes, des gens aussi qui ont déjà été blessés par le passé. Puis souvent, ça passe là, puis quand les travailleurs autour commencent à voir qu'il y a 2 ou 3 personnes pour qui ça semble fonctionner, puis qu'il y a l'intérêt, là, on va faire un petit effet d'entraînement à ce moment-là. Merci. Je proposerais, Alexandre, peut-être de vous faire un cas réel d'utilisation de l'exosquelette. Puis je vous invite, d'ailleurs, vous avez vu, il y a un kiosque de BioLift là, juste à l'extérieur. Si vous avez le goût de voir à quoi ça ressemble, comment ça vient aider réellement, les exosquelettes sont là pour l'essayer. Pendant qu'Alexandre est en train de le mettre, je pourrais vous partager personnellement, j'ai un neveu qui travaille sur la construction. Il est finisseur de béton, 32 ans, il a dû sortir de l'industrie parce que ses genoux sont finis puis ses chevilles. Donc, quand je lui parlais de l'exosquelette, une façon d'aider à prolonger, dans le fond, les travailleurs de l'industrie, on devrait toujours avoir ça en tête. L'autre point aussi, peut-être, c'est que le lien avec le BIM là-dedans, là, les grands visionnaires là, voient qu'un jour, peut-être, les exosquelettes pourraient être connectés avec un chantier numérisé où là, il y aurait tout, imagine, avec les lunettes puis tout ça, c'est comme robotisé, dans le fond, l'exosquelette là, en lien avec toute la numérisation des chantiers, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Donc, je peux peut-être faire une petite description tant qu'à ce que Alex le porte. Donc, l'exosquelette lombaire, donc l'idée, c'est vraiment de venir réduire, là, comme j'expliquais au début, la force musculaire du dos là, donc quand on se penche. Donc là, vous avez vu, Alex, il l'a mis, ça a pris 30 secondes. Puis notre exosquelette est vraiment fait désolé l'anglicisme, mais one size fits all, donc taille unique ajustable en français. Donc ça permet vraiment qu'Alexandre puisse le mettre. Je peux le mettre. Bon, on est à peu près un gabarit assez proche, mais on pourrait aussi aller jusqu'à des gens qui ont environ 5 pieds 2, 3. Là, donc on peut vraiment changer de gabarit pas mal. Donc là, en ce moment, Alexandre l'a enclenché, donc il l'a activé, si on veut, mais je répète qu'il n'y a pas de moteur, pas de batterie, donc c'est vraiment juste mécanique. Puis quand il va se pencher, il va commencer à sentir là, un support. Donc là, ce qu'il va sentir, c'est une tension au niveau des cuisses, au niveau du torse. Puis ça va vraiment créer une espèce d'effet de trampoline donc au niveau de son dos. Donc et on a amené ici une boîte d'agenda de l'Université de Sherbrooke. Il peut le sentir que son dos travaille un peu moins quand il va tenir la charge. Ça donne pas plus de force, mais c'est vraiment au niveau du mouvement. Donc, si je la dépose ou je la lève, on sent vraiment une résistance. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, l'exosquelette lombaire. Là. Donc, vraiment, c'est dans un type de tâche comme ça. Alex il dépose et lève la boîte, mais ce qu'on pourrait aussi voir, c'est Alexandre qui ferait juste garder le poids dans ses mains comme un outil. Donc, on va rester penché, par exemple, avec une scie démolition ou avec un marteau-piqueur qui pèse, parfois 20, 30, 40, 50 livres, même dans les pires cas. Donc, c'est un peu là, dans ce contexte-là qu'il pourrait l'utiliser. Puis de façon factuelle, c'était assez intéressant sur le chantier quand on avait, Malcolm expliquait tout à l'heure, les sensors qu'il y a un peu partout sur les muscles des travailleurs. Puis on était vraiment capable de voir avec et sans l'exosquelette à quel point ça venait aider ou libérer dans le fond de la charge pour certains endroits sollicités dans la tâche. Fait que je vous invite à aller au kiosque, l'essayer vous aussi.
Puis là, il nous resterait quelques minutes pour des questions, si des gens aimeraient en savoir un peu plus sur les exosquelettes. Attention. Vraiment, faites-vous pour 6 pieds 7? Ça marche-tu? Non, c'est une blague. On va jusqu'à 6 pieds 7. Ah, OK, oui. good. Ouais. C'était une question au niveau du... Tu sais, on traite le problème, le symptôme, mais on traite-tu le problème à la source? Dans vos études, avez-vous vu comme combien de ces problèmes-là on pourrait anticiper ou juste carrément éliminer par une meilleure organisation du travail, un meilleur recours à d'autres méthodes que de travailler penché? Oui, je pense que c'est ce que j'ai introduit du départ. Là. La communauté d'ergonomes va souhaiter d'abord qu'on regarde la transformation du travail. Est-ce qu'on a tout fait d'abord dans le milieu pour enlever les facteurs de risque ergonomiques avant de passer à l'exosquelette? Puis même, je ne sais plus si c'est Laurent ou Alexandre, c'est plus dans... C'est toi, Alexandre. Évidemment, dans la hiérarchisation des moyens de contrôle, l'exosquelette, c'est plus comme un EPI. Est-ce qu'on a quantifié, dans un des premiers projets, on a essayé, nous, avec des données de la CNES, indemnisées chez nous à Hydro, de voir c'est quoi la proportion de nos événements indemnisés, parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est pas toutes les tâches avec lesquelles on peut régler quelque chose avec un exosquelette. On n'est pas arrivé, c'est difficile quand même à démontrer, juste en allant creuser dans les données, mais pour voir un petit peu quel genre de retombées économiques on pourrait avoir avec ça. Il n'y avait pas nécessairement une très grande proportion, mais il faut dire que les activités en exploitation, c'est ce qu'on a regardé à l'époque, sont quand même très différentes des activités de chantier. Une de mes premières observations, c'est qu'en exploitation, on a des gens qui vont travailler beaucoup plus, c'est de la tâche variée. Donc, on a le concept de répétitivité puis de maintien de posture, on l'a moins. Donc, à ce moment-là, c'est parce que dès qu'on pense à des gens qui font énormément de mouvements du bras, par exemple, l'exo, à un certain moment, tu vas te retrouver à forcer contre. Donc, et là, c'est plus du tout intéressant. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais de notre côté, c'est plutôt le travail qui a été fait. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ici aussi? Parce que je pense, le titre de ce panel, c'est « Les exosquelettes quand les innovations nous rendent plus forts ». Mais je pense qu'il est plus utile, comme vous avez dit, de formuler les choses formuler les choses en si. Les exosquelettes sont des outils de rétention. Donc, rétention parce que vos travailleurs voudront participer à votre entreprise s'ils se sentent en bonne santé à la fin de la journée de travail. Imaginez qu'un travailleur de métier décide de travailler dans l'une de deux entreprises. Dans l'une, en raison de la nature de son métier, il doit prendre soin de son dos toute la fin de semaine. Et dans l'autre, il fait le même métier, mais il utilise un exosquelette et pendant la fin de semaine, il a l'énergie d'aller jouer au hockey avec ses enfants. Quelle entreprise va conserver ce travailleur hautement qualifié et compétent avec beaucoup d'expérience? Donc je crois que les effets des exosquelettes à ce niveau personnel ont un potentiel énorme lorsqu'ils sont transposés à l'échelle d'une entreprise. Merci, Malcolm. Peut-être une dernière question si quelqu'un voulait en savoir un peu plus. Oui, merci. Je vais parler plus fort. Donc, je me demande seulement s'il n'y a pas eu des observations que vous avez faites par rapport à certains ouvriers qui, ayant plus de facilité à lever certaines choses, se disent, bon, ben c'est plus facile, je vais en prendre plus. Et donc là, ça annule un peu l'effet. Est-ce qu'il y a cette tendance-là? On a eu parfois cette tendance-là. Après, c'est vraiment dans l'approche de l'exosquelette, dans l'approche de l'entreprise, de bien expliquer qu'on n'est pas là pour faire augmenter le travail, faire augmenter la vitesse, ou même, par exemple, réduire les pauses ou des choses comme ça. C'est vraiment pas l'objectif de l'exosquelette. Après, c'est sûr que là, ça devient propre aux travailleurs de quand même respecter cette vision-là derrière le produit.
Moi, des fois, je donne un peu l'exemple de dire qu'avant, on coupait des arbres avec des haches. Maintenant, on a des chainsaws, on coupe plus d'arbres. Et c'est sûr qu'il y a une notion que l'exosquelette peut peut-être apporter au long terme un gain en termes de quantité de travail qui va être fait, mais ça va être plus au côté de « OK, j'ai sauvé du temps de blessure, j'ai sauvé du temps de personnes qui étaient extrêmement fatiguées ou qui étaient en douleur, puis là, on a peut-être un gain. » Mais vraiment un gain sur le fait que le travailleur va plus vite ou tout ça, honnêtement, c'est pas si évident que ça quand on met l'exosquelette de dire « je vais travailler plus vite ». Mais par contre, puis même si on le prend, là, si le poids est plus lourd, je rappelle qu'on force quand même des mains. Fait que si t'es pas capable de lever un poids qui est plus de 50 livres avec tes mains, l'exosquelette t'aidera pas. Donc, il y a quand même cette notion-là qui limite ce point-ci. Mais oui, j'ai déjà vu des travailleurs vouloir lever plus. C'est souvent même la blague quand ils vont le mettre la première fois. Ils vont essayer de lever quelqu'un d'autre. On est là pour leur dire de ne pas le faire. Merci. Alexandre, est-ce que tu as vécu ça avec tes gens au chantier? Non. Ils n'ont pas essayé de me lever, heureusement. Mais oui, ça donne l'impression qu'on a justement un corps qui est fait plus fort, qu'on peut se permettre de lever plus fort, plus de charge. Mais en fait, ça ne change rien. C'est vraiment au niveau du positionnement, de l'ergonomie. Nous, de notre côté, chez Hydro-Québec, on a des carnets AST, donc des analyses de tâches sécuritaires. Ça ne change pas. Ils doivent quand même les faire des validations. Je ne leur donne pas moins de durée de travaux pour pouvoir exécuter une tâche. Ils ont le même temps pour le faire. Donc, c'est simplement ajouter un équipement supplémentaire à tout ce qui est déjà mis en place, comme Annie mentionnait, pour permettre de m'assurer qu'il n'y ait plus de TMS, de troubles musculaires, puis de faire des gens plus en forme pour pouvoir aller jouer au golf, comme je vous ai dit, mais également aussi pour être plus attrayant au niveau de la construction, autant pour les jeunes. Donc, ça peut peut-être leur demander... En ayant ça, ça peut peut-être leur tenter plus de venir dans le domaine de la construction que de devenir TikToker. Donc... merci de votre attention. Un gros merci à nos panélistes qui ont partagé avec vous aujourd'hui leur expérience sur les exosquelettes. Merci.